Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans le cabinet d'un médecin avec l'espoir d'obtenir des réponses pour finalement être renvoyé par une question qui vous a fait sentir petite, ignorée ou enfermée dans un stéréotype à cause de votre âge? Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, vous avez sans doute vécu cela plus souvent que vous ne le méritez. Ces questions peuvent miner votre santé, votre autonomie et votre dignité. Dans cette vidéo, nous allons révéler 6 questions dangereuses que certains médecins posent et qui devraient vous alerter. Elles peuvent signifier qu'ils ne vous prennent pas au sérieux ou, pire encore, qu'ils mettent votre santé en danger. Des remarques désinvoltes liées uniquement à votre âge aux suppositions intrusives sur votre vie personnelle, ces signaux d'alerte peuvent avoir de graves conséquences s'ils sont ignorés. Il est important de rester jusqu'à la fin, car connaître ces questions peut vous donner la force d'exiger les soins que vous méritez, de protéger votre bien-être et de vous assurer d'être traité comme une personne, pas comme un numéro. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous la likiez afin que je puisse continuer à partager ces messages importants. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez simplement le chiffre 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez le chiffre 0 pour que je sache comment améliorer le contenu. Commençons. Première question. Êtes-vous sûr que ce n'est pas juste votre âge? Cette question, êtes-vous sûr que ce n'est pas juste votre âge, est l'une des phrases les plus agaçantes, méprisantes et déshumanisantes qu'une femme âgée puisse entendre dans un contexte médical. Elle est utilisée beaucoup trop souvent, résonnant chaque jour dans des cabinets et des cliniques. Imaginez, vous trouvez le courage d'aller consulter car quelque chose ne va pas. Peut-être que vos articulations vous font mal d'une manière inhabituelle, plus persistante que la raideur occasionnelle que vous connaissiez déjà. Peut-être que votre cœur se met à battre très vite sans raison, vous laissant essoufflée et inquiète, ou que votre mémoire vous joue des tours au point que des tâches simples deviennent épuisantes. Vous êtes assise dans ce cabinet froid, vulnérable, mais pleine d'espoir, en décrivant soigneusement vos symptômes, dans l'attente d'une réponse réfléchie, d'un plan d'action, ou au minimum, d'un véritable intérêt. Et là, le médecin, après un rapide coup d'œil à votre dossier, s'adosse, esquisse un sourire condescendant et dit « Êtes-vous sûr que ce n'est pas juste votre âge ?» À cet instant, vos inquiétudes sont balayées. Vos symptômes sont réduits à une conséquence inévitable du vieillissement. Le message implicite est clair. Je ne vais pas prendre cela au sérieux. Vos symptômes ne méritent pas mon attention. J'ai déjà décidé de la cause uniquement en me basant sur le chiffre de votre âge. Ce n'est pas de la médecine, c'est de l'agisme déguisé sous une blouse blanche. Une facilité intellectuelle qui brise la confiance et, dans certains cas, met des vies en danger. Je vais vous raconter une histoire qui montre les conséquences bien réelles de ce type de réponse. J'ai connu une patiente de 68 ans, une femme pleine de vie prénommée Hélène, qui est venue me voir après une expérience frustrante avec son médecin traitant. Depuis plusieurs semaines, elle ressentait une gêne à la poitrine et des nausées, des symptômes vagues mais suffisamment persistants pour l'inquiéter. Elle les a décrits avec précision à son médecin, espérant des réponses. Sa réaction? Un haussement d'épaules et l'hypothèse que ce n'était probablement qu'une indigestion ou un effet de l'âge. Pas de CG, pas de prise de sang, pas d'orientation vers un cardiologue. Juste une ordonnance d'antiacides et une petite tape dans le dos. 2 jours plus tard, Hélène faisait une crise cardiaque légère. Elle a eu de la chance de s'en sortir, mais sa confiance envers le système médical a été profondément ébranlée. Cette réaction désinvolte aurait pu lui coûter la vie. Ce n'est pas un cas isolé. La phrase « c'est juste l'âge » est un prétexte dangereux utilisé pour écarter des symptômes qui peuvent pourtant révéler des problèmes graves et traitables. Je l'ai vu servir à ignorer des troubles de la thyroïde responsables d'une fatigue écrasante, des signes précoces de démence qui auraient pu bénéficier d'une prise en charge rapide
des maladies auto-immunes nécessitant un suivi attentif ou encore des cancers qui, détectés tôt, offrent de bien meilleures chances de guérison. Une patiente de 72 ans, Marguerite, s'est vue dire que sa fatigue chronique et sa prise de poids étaient normales à son âge. Il lui a fallu des mois de persévérance et un changement de médecin pour enfin recevoir un diagnostic d'hypothyroïdie, pourtant facile à traiter avec un simple traitement. Une autre femme, au début de la soixantaine, a vu ses douleurs articulaires attribuées au vieillissement avant de découvrir qu'elle souffrait en réalité de polyarthrite rhumatoïde, qui aurait pu être mieux contrôlée si elle avait été diagnostiquée plus tôt. Quand un médecin attribue tous vos symptômes à l'âge, il efface votre individualité. Il ignore votre histoire médicale, vos antécédents familiaux, votre mode de vie et les particularités de vos symptômes. Oui, vieillir entraîne des changements. Articulation plus raide, récupération plus lente, énergie qui varie. Mais cela ne veut pas dire que chaque nouveau symptôme est inévitable ou incurable. La douleur reste une douleur. La fatigue reste une fatigue. Un changement soudain dans la mémoire, le rythme cardiaque ou la digestion méritent toujours d'être examinés. Supposer que tout est lié à l'âge est non seulement paresseux, mais aussi ancré dans un stéréotype nocif selon lequel les femmes âgées exagéreraient ou se plaindraient trop. Ce biais est renforcé par le fait que les femmes, historiquement, voient leurs symptômes moins pris au sérieux que ceux des hommes. Si vous entendez cette question, êtes-vous sûr que ce n'est pas juste votre âge et qu'elle n'est suivie d'aucune autre question, d'aucun examen, d'aucune discussion sérieuse sur vos symptômes? C'est un signal d'alerte. Un bon médecin écoute, pose des questions précises, envisage plusieurs pistes. Il prescrit des analyses, des examens d'imagerie ou vous oriente vers un spécialiste si nécessaire. Il vous traite comme une personne, pas comme un cliché ambulant. Si votre médecin vous balaie ainsi, vous devez défendre votre santé. Demandez des examens précis, cherchez un deuxième avis ou trouvez un professionnel qui respecte vos inquiétudes. Votre corps, votre santé et votre qualité de vie méritent bien plus que ça. Deuxième question, voulez-vous vraiment faire tous ces examens à votre âge? Cette question, voulez-vous vraiment faire tous ces examens à votre âge, est tout aussi insidieuse, souvent enveloppée d'un faux air de sollicitude, mais porteuse d'une idée profondément inquiétante. Que votre âge vous rendrait moins digne de recevoir un suivi médical complet. Imaginez la scène. Vous luttez depuis quelque temps avec des symptômes inquiétants, peut-être un essoufflement qui transforme chaque escalier en épreuve, des douleurs abdominales qui vous réveillent la nuit, ou une confusion qui commence à perturber votre quotidien. Vous trouvez enfin l'énergie de prendre rendez-vous, d'attendre en salle, puis d'exposer vos inquiétudes à votre médecin. Il acquiesce, énumère les examens nécessaires, prise de sang, scanner, peut-être un rendez-vous chez un spécialiste. Vous commencez à espérer que des réponses sont à portée de main. Puis, la conversation change de ton. Le médecin hésite, prend une voix faussement compatissante et demande « Voulez-vous vraiment faire tous ces examens à votre âge ?» Le message est clair. Chercher des réponses serait exagéré, inutile, voire égoïste. Comme si, passé un certain âge, 70, 80 ans ou plus, il fallait accepter en silence l'inconfort, le déclin ou l'incertitude, sans chercher à comprendre. Ce n'est pas seulement une question désinvolte, c'est une attitude dangereuse qui remet en cause votre droit à des soins de qualité et qui entretient l'idée erronée que les patients âgés mériteraient moins de temps, d'efforts ou de ressources. Je vais vous parler de Ruth, une patiente de 76 ans qui a vécu cette situation. Ruth remarquait des sautes d'humeur, des difficultés à se concentrer et une sensation de brouillard mental qui lui faisait craindre un début de démence. Son médecin traitant a d'abord attribué cela au vieillissement normal et lui a conseillé de s'y habituer. Quand Ruth, femme indépendante et déterminée, a insisté pour faire des examens, le médecin lui a répondu « Vous voulez vraiment passer par tous ces tests? C'est coûteux et à votre âge, est-ce que ça vaut le coup ?» Déçue mais décidée, Ruth a demandé un second avis auprès de moi.
Nous avons prescrit un bilan sanguin complet et une analyse d'urine. Résultat, une carence sévère en vitamine B12 et une infection urinaire. 2 problèmes traitables qui peuvent imiter les symptômes de la démence chez les personnes âgées. En quelques semaines de traitement, Ruth a retrouvé sa clarté d'esprit et son énergie. Elle n'avait pas besoin de souffrir. Elle avait juste besoin d'un médecin qui la voit autrement que par son âge. Ce scénario est beaucoup trop fréquent. J'ai vu des patientes écartées lorsqu'elles cherchaient des réponses à des douleurs chroniques, des troubles digestifs ou une fatigue persistante, avec des médecins suggérant que les examens seraient trop pour leur âge. C'est non seulement insultant, mais aussi médicalement irresponsable. Par exemple, une femme de 68 ans prénommée Linda souffrait de douleurs abdominales persistantes. On lui a dit que c'était probablement lié à l'âge et qu'une coloscopie n'était pas nécessaire. Elle a insisté et a été diagnostiquée avec un cancer du côlon à un stade précoce, traitable grâce à cette détection. Si elle avait suivi le conseil initial, l'issue aurait pu être bien pire. La décision de ne pas faire d'examen ne devrait jamais reposer uniquement sur l'âge. Si un médecin suggère de ne pas réaliser un test, il doit apporter une justification claire et fondée sur des preuves, un risque précis lié à l'examen ou une explication cohérente en lien avec votre état de santé global. Mais si son argument se limite à « vous êtes trop âgé », c'est un signe de préjugé, pas de compétence. L'âge ne diminue pas votre droit à recevoir le même niveau de soins que vous auriez eu à 40 ou 50 ans. Les symptômes comme la douleur, l'essoufflement ou les troubles cognitifs ne sont pas des fatalités liées au vieillissement. Ce sont des signaux qu'il faut enquêter. De plus, cette question véhicule souvent un jugement économique implicite, comme si les examens étaient un gaspillage pour les patients âgés. C'est particulièrement nocif pour les femmes qui subissent déjà des biais dans le système de santé. Les études montrent que les femmes âgées sont moins susceptibles de bénéficier d'examens approfondis ou de traitements agressifs que les hommes du même âge, même avec des symptômes similaires. Cette différence entraîne des diagnostics plus tardifs et de moins bons résultats. Votre santé n'est pas une équation de rentabilité. Vous méritez un médecin qui place votre bien-être avant des idées dépassées ou des considérations financières. Si vous êtes confronté à cette question, ne laissez pas cela freiner votre recherche de réponses. Demandez à votre médecin d'expliquer pourquoi il hésite à prescrire des examens. Exigez une discussion détaillée sur les risques, les bénéfices et les alternatives. Et si sa réponse semble désinvolte ou motivée uniquement par votre âge, cherchez un second avis. Vous avez droit à un professionnel qui vous respecte, qui écoute vos inquiétudes et qui cherche des réponses avec le même sérieux que pour n'importe quel autre patient. Vos symptômes comptent, votre santé compte. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Si vous êtes encore là à suivre cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez simplement le chiffre 2 pour me le faire savoir. Merci pour votre temps précieux. Troisième question. Êtes-vous encore active sexuellement? C'est l'une des questions les plus gênantes, souvent mal formulée et parfois totalement inappropriée, que l'on pose aux femmes seniors dans un cadre médical. En apparence, cette question peut avoir une pertinence médicale réelle. La santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être global. Pour les femmes présentant certains symptômes comme l'incontinence urinaire, les douleurs pelviennes, la sécheresse vaginale ou des déséquilibres hormonaux, parler d'activité sexuelle peut apporter des informations essentielles. Par exemple, un médecin peut vouloir déterminer si l'activité sexuelle contribue à des infections urinaires répétées ou si les changements liés à la ménopause affectent l'intimité, ce qui pourrait orienter vers un traitement comme une hormonothérapie ou des exercices du plancher pelvien. Posé avec une intention clinique claire, de la sensibilité et du respect, cette question peut ouvrir un dialogue constructif sur les besoins de santé d'une femme. Mais la réalité, pour beaucoup de femmes seniors, est bien moins respectueuse. Trop souvent, cette question est lancée de manière désinvolte, sans contexte, sans préparation.
et sans tenir compte du confort de la patiente. Pire encore, elle est parfois posée avec un ton empreint de jugement, de surprise, voire d'amusement, comme si l'idée qu'une femme de 60, 70 ou 80 ans puisse avoir une vie sexuelle active était surprenante ou ridicule. Le mot « encore » dans cette question est particulièrement lourd de sens. Il sous-entend que la sexualité aurait une date de péremption, comme si la ménopause ou un certain âge effaçait automatiquement le désir, la capacité ou le droit à l'intimité. Cette idée est non seulement dépassée, mais aussi profondément nuisible, car elle risque d'empêcher les femmes de parler librement de leur santé. J'ai entendu d'innombrables témoignages de femmes âgées qui ont vécu cette question comme une humiliation. Une patiente, 74 ans, pleine de vie, venue pour un simple suivi de tension artérielle, m'a raconté que son médecin lui avait lancé « Êtes-vous encore active sexuellement ?» avec un sourcil levé et un sourire moqueur, comme si l'idée même était comique. Elle était là pour parler d'hypertension, pas de sa vie personnelle. La question lui a semblé être une intrusion, et non une nécessité médicale. Une autre femme, 82 ans, épanouie et fière de sa relation amoureuse, a partagé un souvenir marquant. Lors d'une consultation pour un petit problème de dos, le médecin lui a posé cette question avec un ton qu'elle a décrit comme « celui qu'on aurait », avec une adolescente prise en faute. Humiliée, elle a menti et répondu qu'elle n'était plus active sexuellement. Non pas parce qu'elle avait honte de sa relation, mais parce que l'attitude du médecin l'avait mise mal à l'aise et jugée. Ces expériences ont de vraies conséquences. Lorsqu'une question sur la santé sexuelle est posée sans tact, beaucoup de femmes se ferment. Elles peuvent éviter d'évoquer de véritables problèmes comme une gêne pendant les rapports, des changements hormonaux ou des troubles sexuels, car elles se sentent embarrassées, minimisées ou traitées comme si leur corps ne méritait plus d'attention. C'est particulièrement préjudiciable pour les femmes seniors qui subissent déjà des stéréotypes, les dépeignant comme moins vitales ou moins autonomes. Une question mal formulée peut briser la confiance envers le système médical et dissuader les femmes de consulter pour des problèmes qui pourraient pourtant être traités efficacement, comme l'utilisation de lubrifiants contre la sécheresse vaginale, la rééducation périnéale ou un accompagnement pour préserver l'intimité. La vérité, c'est que la santé sexuelle reste importante à tout âge et que les femmes seniors méritent que leurs besoins soient abordés avec le même respect et le même professionnalisme que n'importe quel autre patient. Si un médecin juge cette question médicalement nécessaire, il doit expliquer son lien avec les symptômes ou le plan de traitement de la patiente. Par exemple, « J'aimerais vous poser une question sur votre santé sexuelle, car cela peut nous aider à mieux comprendre vos symptômes urinaires. Est-ce que cela vous convient ?» Cette approche respecte l'autonomie de la patiente et instaure une discussion collaborative. Si la question n'a aucun rapport avec le motif de la consultation, par exemple une entorse du poignet ou un vaccin, elle ne devrait pas être posée et en aucun cas avec condescendance, surprise ou en laissant entendre qu'une femme âgée ne devrait pas avoir de vie sexuelle. Si vous êtes une femme senior et qu'un médecin vous pose cette question de manière déplacée, que ce soit par le ton, l'absence d'explication ou une attitude de jugement, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous avez le droit de rediriger la conversation, de demander pourquoi la question est pertinente ou, si nécessaire, de consulter un autre professionnel qui vous traitera avec dignité. Votre corps, vos choix et votre santé comptent, quel que soit votre âge. Quatrième question. Vivez-vous encore seul ? À première vue, la question « Vivez-vous encore seul ?» peut sembler anodine, voire bienveillante, lorsqu'elle est posée par un médecin. Après tout, le rôle d'un médecin inclut l'évaluation du bien-être global d'une patiente et les conditions de vie peuvent parfois donner des indications sur d'éventuels risques pour la santé. Mais pour beaucoup de femmes seniors, cette question porte en elle une nuance de jugement qui n'a rien de rassurant. Le mot « encore »
véhicule l'idée implicite que vivre seule en tant que femme âgée serait inhabituel, risqué, voire imprudent. Trop souvent, cette question est posée avec un ton de suspicion, de pitié ou de condescendance, comme si l'indépendance à un certain âge devait être remise en question plutôt que valorisée. Pourtant, de nombreuses femmes de plus de 65 ans sont farouchement indépendantes et s'épanouissent pleinement dans une vie en solo, non pas par contrainte mais par choix. Elles gèrent leur maison, préparent des repas élaborés, se rendent en voiture à des clubs de lecture ou à des engagements associatifs, dirigent des groupes communautaires, font de la randonnée entre amis ou entretiennent une vie sociale active. Pour elles, vivre seule est une source de fierté et d'émancipation, le reflet de leur autonomie et de leur capacité. Pourtant, quand un médecin demande « Vivez-vous encore seul ?», avec le front plissé ou un ton inquiet sans raison objective, cela peut donner l'impression que leur indépendance est mise en doute. La question laisse souvent entendre que vivre seul est forcément dangereux, comme si l'âge d'une femme signifiait automatiquement fragilité ou incapacité à gérer sa vie. Je me souviens d'une patiente vive et pleine d'esprit, âgée de 79 ans, qui vivait seule depuis plus de 20 ans après le décès de son mari. Elle gérait ses finances, organisait soigneusement ses médicaments et entretenait une maison impeccable remplie de ses œuvres d'art. Venue consulter pour une petite blessure au pied survenue lors d'une randonnée, elle s'attendait à un simple examen. Mais le rendez-vous s'est transformé en interrogatoire sur sa vie personnelle. Comment elle faisait ses courses, si quelqu'un prenait régulièrement de ses nouvelles et si elle était vraiment sûre d'être en sécurité en vivant seule. Elle est repartie avec le sentiment d'avoir été infantilisée, comme si une simple entorse remettait en cause tout son mode de vie. « J'étais venue pour mon pied », m'a-t-elle confié, mais je suis repartie avec l'impression de devoir prouver que je n'étais pas une personne dépendante. Ce genre d'interaction n'est pas seulement frustrant, c'est une forme de condescendance déguisée en sollicitude. Cela suppose une vulnérabilité sans preuve et réduit l'autonomie de femmes qui ont passé des décennies à prouver leur résilience. Pour beaucoup de femmes seniors, vivre seule n'est pas un problème à résoudre, mais un choix assumé qui reflète leurs valeurs et leurs forces. Les études montrent régulièrement que les personnes âgées vivant de manière autonome déclarent souvent un haut niveau de satisfaction, surtout lorsqu'elles ont un réseau social solide et un bon accès aux ressources. Pourtant, le stéréotype de la femme âgée fragile persiste, influençant les interactions médicales avec des présupposés injustifiés. Bien sûr, il existe des situations où poser des questions sur le mode de vie est pertinent sur le plan médical. Si un médecin observe des signes de déclin cognitif, des chutes fréquentes ou des difficultés à gérer des maladies chroniques, il est logique d'évaluer si l'environnement de vie est adapté. Mais même dans ce cas, la question doit être posée avec respect et précision, en se basant sur des observations concrètes plutôt que sur des suppositions liées à l'âge. Par exemple, j'ai remarqué que vous avez eu plusieurs chutes récemment. Pouvez-vous me parler de votre environnement à la maison et me dire si vous vous y sentez en sécurité? Cette formulation est collaborative, centrée sur la réalité de la patiente et évite de remettre en cause son indépendance sans raison. Si la question est posée sans justification médicale claire, ou pire, avec un ton qui sous-entend de la pitié ou du doute, c'est un signal d'alerte. Les femmes seniors ne devraient pas avoir à défendre leur choix de vie dans un cabinet médical. Si vous êtes épanoui en vivant seul, que vous ayez 65 ou 95 ans, c'est la preuve de votre force, pas une cause d'inquiétude. Si la question d'un médecin vous semble être une remise en cause de votre autonomie, vous avez parfaitement le droit de rediriger la conversation, de demander pourquoi elle est posée ou, si nécessaire, de consulter un professionnel qui vous considère d'abord comme capable. Vivre seul ne signifie pas vivre en danger. Cela signifie vivre selon vos propres règles, et c'est une chose qui doit être célébrée, pas surveillée. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire
pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre temps précieux. 5e question. Voulez-vous en parler d'abord avec votre fille? Cette question peut frapper comme un coup en plein cœur et il est facile de comprendre pourquoi. Ce n'est pas une simple curiosité. Elle remet subtilement en cause votre autonomie et laisse entendre que vous ne seriez pas capable de prendre seul des décisions concernant votre santé. Imaginez. Vous êtes assise dans le cabinet d'un médecin à écouter attentivement les détails de vos options de traitement. Peut-être un nouveau médicament, une intervention chirurgicale ou un changement d'habitude de vie. Vous posez des questions pertinentes, pesez les risques et les bénéfices et vous vous sentez confiante dans votre capacité à gérer la situation. Puis, sans prévenir, le médecin s'adosse et demande « Voulez-vous en parler d'abord avec votre fille ?» Prenez un instant pour réaliser ce que cela implique. Un médecin poserait-il cette question à un homme de 45 ans, au sommet de sa carrière, pour savoir s'il doit consulter son enfant adulte avant de décider d'un traitement? C'est très peu probable. Pourtant, pour les femmes âgées, cette question tombe bien trop souvent, comme si l'âge avait soudainement effacé leur capacité à prendre des décisions éclairées. Ce n'est pas juste une question, c'est une micro-agression ancrée dans des stéréotypes dépassés qui présentent les femmes âgées comme fragiles, indécises ou dépendantes. Je me souviens d'une patiente de 68 ans, prénommée Marguerite, qui avait perdu son mari après 40 ans de mariage. Elle était vive, indépendante et très proactive concernant sa santé. Elle s'était rendue chez un chirurgien orthopédique pour discuter d'un remplacement du genou qui lui permettrait de retrouver sa mobilité et de continuer ses activités. Jardinage, promenade avec son chien, bénévolat dans son centre communautaire. Le chirurgien lui expliqua l'intervention en détail, et Marguerite s'apprêtait à poser des questions sur la rééducation et le temps de récupération. Mais avant même qu'elle puisse répondre, il lança « Voulez-vous que j'invite votre fils pour vous aider à décider ?» Marguerite en resta sans voix. Elle n'avait jamais mentionné son fils, ni laissé entendre qu'elle avait besoin d'aide. « Je ne demandais pas de l'aide », m'a-t-elle dit plus tard, avec une pointe d'agacement. Je demandais des options pour pouvoir choisir en connaissance de cause. Ce genre d'interaction n'est pas seulement agaçant, il est nuisible. Poser ce type de questions sème le doute et pousse les femmes à remettre en question leurs propres compétences. Cela renforce le stéréotype selon lequel les femmes âgées seraient forcément moins capables, plus oublieuses ou trop dépendantes des autres. Et c'est particulièrement insidieux car, à force, cela peut miner la confiance en soi et inciter à hésiter ou à laisser d'autres décider à leur place, alors qu'elles en sont parfaitement capables. Les études montrent que les femmes âgées se voient moins souvent proposer l'ensemble des options thérapeutiques que les hommes du même âge. Et les questions paternalistes de ce genre ne font qu'aggraver cette inégalité. Sauf si vous avez donné une délégation légale, comme une procuration médicale, stipulant qu'un membre de votre famille participe à vos décisions, votre médecin doit s'adresser à vous directement, avec le respect et l'attention que vous méritez. Vous avez passé des décennies à prendre des décisions pour vous-même, et souvent pour les autres, que ce soit pour élever une famille, gérer un foyer ou mener une carrière. Votre capacité à comprendre votre santé et à faire des choix réfléchis ne disparaît pas parce que vous avez franchi un certain âge. Si un médecin contourne votre autorité ou suppose que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour décider, il ne vous manque pas seulement de respect. Il ne fait pas correctement son travail. Un bon professionnel de santé vous considère comme une partenaire à part entière dans vos soins, pas comme quelqu'un qui a besoin d'un tuteur. S'il n'est pas capable de le faire, il est temps d'en trouver un autre. 6e question. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ce traitement? À première vue, cette question peut sembler être une vérification bien intentionnée. Après tout, un bon médecin doit régulièrement revoir vos prescriptions, surtout en avançant en âge et lorsque les besoins de votre corps évoluent. Le métabolisme ralentit, les reins et le foie peuvent fonctionner moins efficacement, et certains médicaments peuvent interagir différemment qu'auparavant.
Une discussion réfléchie sur votre traitement fait partie intégrante de soins de santé responsables. Mais trop souvent, cette question « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ce traitement ?» est posée d'une manière qui relève moins du dialogue collaboratif que de l'instillation de doute ou du contrôle. Le problème vient de la façon dont elle est amenée. Au lieu de favoriser une conversation ouverte, certains médecins la posent sans contexte, sans proposer d'alternative et sans expliquer clairement pourquoi ils soulèvent le sujet. Cela ressemble alors à un avertissement flou, comme s'ils cherchaient à vous éloigner d'un traitement sans assumer la responsabilité de vous accompagner dans la décision. Le sous-entendu paraît accusateur, comme si continuer un traitement efficace faisait de vous une personne imprudente ou mal informée. C'est particulièrement frustrant lorsque ce médicament vous aide depuis des années à maintenir votre qualité de vie. Je pense au cas d'une patiente de 72 ans prénommée Suzanne. Après le décès de son mari, Suzanne avait traversé une période de deuil et d'anxiété, mais un antidépresseur à faible dose avait été un véritable soutien. Ce n'était pas une solution miracle, mais il lui permettait de rester active, participer à un club de lecture, voir ses petits-enfants et même se mettre à la peinture. Elle suivait ce traitement depuis près de 10 ans, avec un suivi régulier de son médecin traitant. Puis, un nouveau médecin est arrivé dans le cabinet. Lors d'une visite de routine, il jeta un coup d'œil à son dossier et dit « Nous n'aimons pas trop que les patientes âgées restent sur des antidépresseurs à long terme. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Il n'y eut aucune discussion sur son état psychologique, aucun échange sur les effets du traitement dans sa vie quotidienne, aucune suggestion d'alternative comme la thérapie ou un ajustement de dose. Juste une question vague et inquiétante qui laissa Suzanne jugée et incertaine. Contre son intuition, elle décida d'arrêter progressivement le médicament, pensant prouver qu'elle pouvait s'en passer. En moins d'un mois, son anxiété revint. Elle se replia sur elle-même, et sa fille la retrouva en pleurs au téléphone. Il fallut des mois pour rétablir son équilibre. Tout cela à cause d'une question mal formulée qui avait perturbé un traitement efficace. Ce n'est pas ainsi que la gestion médicamenteuse devrait se faire. Un médecin responsable ne se contente pas de semer le doute. Il apporte des faits. Il revoit vos antécédents médicaux, discute de l'efficacité du traitement et évalue si c'est toujours la meilleure option. Si une inquiétude existe, effet secondaire possible, nouvelle recherche sur l'usage à long terme, il doit l'expliquer clairement et proposer un plan, ajuster la dose, changer de médicament ou intégrer d'autres approches comme un suivi psychologique ou des changements de mode de vie. Sans ce contexte, la question « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» ressemble davantage à une manœuvre d'intimidation qu'à un partenariat médical. Ce problème touche particulièrement les femmes âgées, souvent confrontées aux préjugés selon lesquels elles seraient trop médicalisées ou trop dépendantes des prescriptions. Les données des CDC montrent que les femmes de plus de 65 ans sont plus susceptibles que les hommes du même âge de se voir prescrire des médicaments psychotropes comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, tout en étant plus souvent invitées à les arrêter sans raison claire. Résultat, un double standard où les femmes sont à la fois surprescrites et sous-traitées, prises dans un cycle de scepticisme quant à leurs besoins médicaux. Vous méritez mieux. Si un médecin remet en question votre traitement, il doit étayer ses propos par des preuves et vous impliquer dans une vraie discussion, pas vous laisser douter d'un traitement qui fonctionne. Vous avez le droit de savoir pourquoi un changement est proposé, quelles sont les alternatives et comment la transition sera gérée pour protéger votre santé et votre bien-être. Moins que cela, c'est un manque de professionnalisme. Mesdames, nous arrivons à la fin de cette vidéo riche en enseignements et j'espère qu'elle vous a donné plus de confiance, d'informations et d'envie de reprendre le contrôle sur votre santé. Nous avons exploré 6 questions dangereuses que certains médecins peuvent déposer et qui risquent de minimiser vos préoccupations
de saper votre indépendance, voire de mettre en péril votre bien-être. Des questions comme « Êtes-vous sûr que ce n'est pas juste votre âge ?» ou « Voulez-vous vraiment faire tous ces examens ?» qui écartent trop souvent des symptômes sérieux ou vous font sentir que votre voix compte moins. Ce sont des signaux d'alerte que chaque femme de plus de 60 ans doit connaître pour s'assurer d'être traitée avec le respect et l'attention qu'elle mérite. J'aimerais savoir ce que vous retenez le plus de cette vidéo. Peut-être que c'est la confiance de quitter la consultation si un médecin minimise vos symptômes. Ou peut-être la prise de conscience que votre indépendance et vos choix ne devraient jamais être remis en question. Partagez dans les commentaires l'enseignement clé que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Écrivez-le ci-dessous, car je lis chacun de vos messages et je suis impatiente de voir comment cela vous inspire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils santé réels et adaptés aux femmes fortes et épanouies comme vous. Votre santé compte, votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons continuer à défendre les soins que nous méritons. Restez confiante et à très bientôt dans la prochaine vidéo.